On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Laurence Gonnet-Tremblay se demande ce qu'est une femme. Emmanuel Lamontagne se cogne le nez sur les portes d'église et Benjamin Boivin analyse le regain de popularité de la messe en latin. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie du bricoleur James Langlois. Bonjour James. Salut Antoine, bonne première émission, bonne 7e saison d'On n'est pas du monde. Hey, c'est pas rien, hein? Ça passe vite le temps. Le chiffre 7, c'est pas rien. Non, je pense que ça va être une année spéciale pour On n'est pas du monde. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, on est content d'être là, ça c'est sûr. Toi aussi, t'as l'air content d'être là. Ben, ça me fait sortir un peu de... C'est ça, comme tu l'as dit, le bricoleur, ce temps-ci, je suis dans les rénaux chez nous. Fait que ça me fait sortir de mes vis puis de ma céramique. Là. Ah, je pensais tes vis CE, mais tes vis Aussi, oui. Okay, vis ça. À la maison, vis au travail. Ça change le mal de place. Oui, le mal de place. Okay. Ah, ceux que vous entendez ricaner, ils sont mâles et femelles. Hein? Il y a les deux... Moi, j'ai pas ri. Ah, t'as pas ri. Alors, juste les mâles. Commençons par eux. Emmanuel, salut. Bonjour, Antoine. Tout en barbe, toujours? Toujours. Alors, content de t'accueillir à l'émission pour cette nouvelle saison. Tu nous parles des églises. Évidemment, tu nous parles tout le temps d'églises, toi, d'une manière ou d'une autre, mais là, d'une manière spéciale. Emmanuel, il a visité des églises spéciales cet été, des églises fermées. Exactement. Donc, j'en ai fait un sujet de chronique sur les églises qui sont toujours barrées. On va chercher à comprendre pourquoi. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé ces décisions-là? Et en quoi c'est peut-être pas une bonne idée, en fait, de garder les églises tout le temps barrées. Il y a des justifications, on les abordera certainement, mais on va essayer d'aller un peu plus loin que ça. Merci d'être avec nous. On a aussi Benjamin Boivin, salut. Salut Antoine, ça va bien? Ça va très bien. On a passé pas mal de temps ensemble cet été avec la couverture de la visite papale. Ben oui, c'est vrai, t'es pas trop tanné de moi encore, j'espère? Non, je suis pas rendu là. Regarde, ça fait des années que je côtoie James, puis je suis pas encore tanné, fait que ça devrait être correct. Il est beaucoup plus agréable que moi, par contre. Ah, je sais pas, ça dépend des jours. On parle pas de notre relation aujourd'hui là, de collègues, mais plutôt de ton texte qui a quand même buzzé sur le web dernièrement. Oui, c'est ça. Bon, évidemment, la question de la liturgie dans l'Église, dans ses différentes formes, là, d'un point de vue historique, c'est quand même une question qui est controversée. Là. Ouais. À travers les années, en fait, depuis le Concile Vatican II, ça a toujours été un enjeu qui a été à l'origine de certaines divisions dans l'Église. Je pense que c'est juste de dire ça, mais également, ça peut avoir été à l'occasion des occasions de communion, également des occasions d'évangélisation là, à travers les liturgies. Donc, on va parler un peu de ça. On va terminer l'émission avec toi, d'ailleurs. Et celle qui n'a pas ri à ma première blague, Laurence Gonnet-Tremblay, salut! Salut, Antoine! Toi aussi, tu as fait le buzz sur la toile, pas cette semaine, mais il y a quelques semaines de ça, avec un texte sur ce qu'est une femme. C'est une question qui semble basique, on pourrait dire, mais qui ne manque pas... Qui est plutôt acide. Qui ne manque pas de soulever les passions. Bravo, James! Oui, c'est à partir d'un documentaire, là, What is a Woman, de Matt Walsh, que j'ai écrit mon texte. Parce que normalement, la théorie du genre, c'est pas quelque chose, je dirais, c'est pas mon sujet de spécialité. Peut-être qu'il faudrait appeler Alex Deschênes plutôt pour ça. C'est vrai. Mais le documentaire avait cet aspect intéressant pour moi, qu'il cherchait une définition. Puis comme j'aime la logique et la définition, je l'ai regardé. Alors, on est à toi dans quelques instants sur cette question. Les récents progrès de la théorie du genre sur le terrain des idées sont indéniables. Ses défenseurs remettent sans cesse en question les colonnes anthropologiques de la différence sexuelle, en plaçant l'homme et la femme non plus dans des catégories fixes, mais plutôt sur un spectre, hein, dans une espèce de vase fluide, communiquant, là, je ne sais pas trop comment l'imager.
Et tout ça, c'est pas sans causer certains défis lorsque vient le temps de définir de quoi on parle. Hein? Et devant ce défi, qui n'est mieux qu'une philosophe aristotélicienne pour réfléchir à ce qu'est telle ou telle chose. Hein? Les aristotéliciens font ça. Qu'est-ce qu'une femme? Laurence Godin-Tremblay, bonjour. Même Socrate, on pourrait dire, le premier... un des premiers philosophes, c'était sa question préférée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le courage? Qu'est-ce que c'est le beau? De la même manière, Matt Walsh, dans son documentaire, questionne les gens là, dans la rue, des spécialistes dans leur bureau, mais c'est ça, des gens du quotidien dans la rue, avec la question « Qu'est-ce qu'une femme? » Tu viens d'évoquer Matt Walsh et son documentaire intitulé « What is a Woman ?» Ça a été diffusé sur la plateforme Daily Wire et on peut le consulter là, en ligne. C'est un documentaire qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a suscité la réaction là, que tu nous proposes sur leverbe.com. C'est quoi le point de départ de ce documentaire-là, Laurence? Alors, le point de départ, c'est pour ça que le documentaire m'a intéressé, c'est que, il va remettre en question la théorie du genre de différentes façons, là, en regardant les conséquences, par exemple, sur les enfants qui vont transitionner ou, par exemple, dans le sport, parce que dans le sport américain, maintenant, dans certains États, il y a des femmes transgenres qui peuvent compétitionner contre des femmes. Donc, ils regardent les conséquences, les origines, mais ce que font beaucoup de gens. Mais le principal du documentaire, c'est autre chose. Il va dire c'est un intérêt pour la vérité. Et c'est plus spéculatif et plus philosophique, selon moi, parce que la question, c'est de savoir, selon votre théorie, quand on dit qu'une femme transgenre est une femme, qu'est-ce que le mot « femme » veut dire? Ou quand quelqu'un dit, je suis né dans un corps d'homme, j'ai un pénis, j'ai les organes masculins, mais je me sens comme une femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Fait que là, c'est la question principale du documentaire. Et sans grande surprise, il a reçu des éloges d'une part, mais aussi des tomates d'autre part. Il s'est fait beaucoup critiquer. Il s'est fait accuser d'être transphobe. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Qu'est-ce qu'il a répondu, lui, d'abord, à ça? Est-ce qu'on le sait ou qu'est-ce que toi, tu répondrais, Laurence? Bon, en fait, c'est ça. C'est sûr que si vous regardez le documentaire, là, quand je dis que c'est un documentaire, c'est pas un documentaire comme découverte. Là. Il y a quelque chose d'un peu amusant dans le film, là, militant. Lui, des fois, il en parle comme un movie, là, un film, justement. Là, parce qu'il y a un peu de ça. Là. Des fois, il nous fait rire, des choses comme ça. Là. Puis probablement, c'est ce qui a déplu beaucoup aux gens là, qui l'ont traité de transphobe. Là. Je dirais qu'il aurait pu être un peu plus nuancé puis un peu plus délicat là, dans certaines interventions. Mais il s'est fait aussi traiter de transphobe tout simplement en posant la question « Qu'est-ce qu'une femme? » Notamment, il est allé voir un professeur là, d'université aux États-Unis là, qui est spécialiste dans les études sur les femmes, la théorie du genre, etc., Puis juste de demander c'est quoi une femme, puis quelle est la vérité là-dessus, là, on lui a répondu, quand tu dis le mot vérité, moi je trouve ça transphobe. C'est ça qu'on lui disait. Alors, est-ce que c'est transphobique de demander la vérité? Il me semble que non. Est-ce que c'est transphobe de demander qu'est-ce qu'une femme? Il me semble que non. Là. Je pense que c'est ça d'abord qu'il faut poser. Là. C'est simplement une question, puis une question tout à fait légitime. Là. Et il reçoit des réponses à cette question-là qui répondent pas tout à fait à son aspiration de trouver une définition. C'est-à-dire que c'est un peu circulaire, ça tourne en rond, là, les définitions qu'il reçoit. Comment on pourrait, là, d'un point de vue philosophique, là, définir une bonne définition, Laurence? Oui. C'est ça. C'est que ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'enseigne la logique, notamment, on enseigne les défauts des définitions, puis on peut en voir plusieurs, là, des défauts des définitions. C'est ça. Dans les définitions qu'il reçoit, il y en a une qui m'a beaucoup fait rire, elle est métaphorique. Là. La première personne lui dit « Être une femme, c'est une constellation ». Puis là, elle dit avec une certaine poésie, mais tu sais, une constellation, qu'est-ce que ça veut dire? Fait que là, Matt Walsh questionne encore, qu'est-ce que ça veut dire? Une combinaison de facteurs. Les gens lui disent ça. Bon. Finalement, la définition qui revient le plus souvent, c'est une femme, c'est quelqu'un qui se dit femme. Puis là, c'est là qu'on parle de circularité, parce que quand on définit une chose, évidemment, on ne peut pas faire rentrer ce qu'on appelle le défini dans la définition. Si je dis un chat, c'est un animal qui est un chat, j'ai pas répondu à ta question. Ou comme quand j'enseigne, des fois, je demande aux étudiants, par exemple, c'est quoi une personne qui réussit? Puis là, il me dit, c'est une personne qui réussit sa vie. Puis là, ça tourne un peu en rond. Là. Fait que c'est ça, une définition circulaire. On reprend les mêmes termes d'une manière ou d'une autre. C'est quoi la philosophie? C'est ce que font les philosophes. On n'a pas tellement avancé. Donc, Matt Walsh dit, quand vous me dites qu'une femme, c'est quelqu'un qui se dit femme, qu'est-ce que le mot femme veut dire? Puis là, c'est là qu'il rencontre un autre mur. C'est-à-dire que les gens disent, ça veut dire ce que
ce que tu veux que ça veut dire. Ça veut dire ce que chaque femme décide. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Les gens vont même lui dire quelque chose comme « il faut être une femme pour savoir ce que veut dire une femme », puis chaque femme définit pour elle-même ce qu'est une femme. Ce qui voudrait dire que pour moi, homme, cisgenre, hétérosexuel, etc., là, toute la liste, blanc en plus. Catholique. Catholique, ça c'est le comble. Ce serait impossible pour moi de statuer ou de prétendre définir ce qu'est une femme. Selon certains intervenants dans ce documentaire-là, est-ce que ça répond à ce qu'un philosophe sensé définirait comme une bonne définition qui est accessible pour certains et pas pour d'autres? Non, c'est ça. C'est vraiment c'est là que, il me semble, là, le point crucial du documentaire, puis le point crucial à comprendre. Là. Même moi, avant d'avoir vu le film, c'est quelque chose que je demandais souvent aux gens. Là. Bon, c'est bien beau ta théorie, mais qu'est-ce que ça veut dire le mot femme? Puis je me faisais souvent répondre ça. Femme, c'est quelqu'un qui performe femme, qui se sent femme, qui se dit femme. Oui, mais le mot veut dire quoi? Puis là, on me disait, chacun le définit pour soi-même. Mais quand on dit ça, ce qu'on est en train de dire, finalement, c'est qu'il n'y a pas de définition universelle et que le mot est privé. C'est-à-dire que chaque personne aurait sa propre conception de ce qu'est une femme, incommunicable aux autres. Puis à ce moment-là, il n'y a pas de discussion. Là. Si les mots sont privés, si on n'a pas de sens commun, comment on fait pour parler? Là, en ce moment, on peut parler parce que, mettons, si je dis le mot chat, ben, on a une idée à peu près commune les deux. Si je dis le mot mot, on a une idée commune. Peu importe les mots que j'utilise, ils sont communs. Si, quand j'utilise le mot femme, j'ai une idée, puis toi, une autre idée... On peut pas parler. On peut pas parler, finalement. En fait, on parle des langues étrangères. Il n'y a pas de communication. Deux monologues côte à côte. Là. Côte à côte. Ouais. Puis, ben, Matt Walsh va dire, de toute façon, c'est ridicule de penser aussi que, je veux dire, il faut être une chose pour la définir, là. Tu sais, je veux dire, il dit à un moment donné à une passante, est-ce que tu sais c'est quoi un chat? Elle dit oui, mais pourtant, t'es pas un chat. Bon. Comment oses-tu définir un chat alors que t'es pas un chat? Mais ce qui est derrière tout ça, c'est l'idée finalement que, bon, on a séparé sexe et genre. Le sexe étant nos organes biologiques, là, vraiment la base, là, ce qu'on constate à l'œil, puis ce qu'on peut voir dans notre ADN ou chromosomes, peu importe. On a séparé ça du genre qui serait plutôt comme un sentiment, une subjectivité. Une construction sociale, culturelle aussi, non? Ben, c'est ça qui est difficile à dire avec leur théorie. Puis c'est pour ça qu'ils ont autant de misère à le définir. Ils vont dire une femme, ça peut pas être les organes génitaux, mais ça peut pas être les stéréotypes puis une simple construction sociale. T'sais, une femme, c'est pas quelqu'un qui aime le rose puis qui est doux, selon cette théorie-là, parce qu'ils vont être les premiers à dire t'es quand même une femme si t'aimes les trocs, puis si t'aimes le noir, puis le métal, puis la lutte. Fait que même ça, il y a une certaine ambiguïté. C'est pour ça qu'ils finissent par dire c'est chacun qui décide. Alors que normalement, une bonne définition, c'est vraiment, on regarde la réalité, puis on cherche des traits communs à la chose. Si je veux définir une chaise, de prime abord, c'est ça. Je vais évoquer le fait que c'est quelque chose pour s'asseoir, que c'est ça la finalité. Là. C'est quelque chose qui est commun à toutes les chaises, avec un dossier aussi. Là. Si c'est pas de dossier, c'est un tabouret. Bon, des choses comme ça. Là. Fait que je cherche qu'est-ce qui est commun. Donc, toi, si Matt Walsh était venu te voir puis demandait, Laurence, toi, tu es une philosophe, tu peux définir les termes, c'est quoi une femme? Ben, c'est ça. Là, Matt Walsh, il va répondre, la réponse est simple. Je veux dire, c'est les organes génitaux. Là. Il va interviewer à un moment donné quelqu'un qui va dire moi, je suis un homme parce que j'ai un pénis, puis c'est tout. Là, that's it. Il n'y a pas à réfléchir plus longtemps. Puis Matt Walsh dit quelque chose d'intéressant, puis il dit la question est simple et elle est facile. Il n'y a pas à se compliquer la vie. Là. Il dit c'est vraiment bizarre qu'on ait à débattre là-dessus. Puis je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'il faut mettre les organes génitaux, il faut mettre les organes reproducteurs. Parce que c'est chromosomique, c'est génétique. C'est ça. Mais Aristote ajouterait à ça, puis ça, je pense que c'est une remarque intéressante. Puis je pense que Matt Walsh serait d'accord ultimement, là, mais au début du traité de l'âme, il va dire le vivant, il faut le définir par son corps et par son âme ou sa psyché. Là, en grec, justement, psyché, ça veut dire âme. Donc, dans la définition de la femme, je pense qu'il faudrait mettre les deux. Il faut mettre les organes génitaux, ce qui est le plus évident, là, ce qu'on voit à l'œil, mais aussi une partie psychologique, c'est-à-dire qui expliquerait même ces parties génitales-là. Parce qu'Aristote va dire la nature ne fait rien en vain. Il va dire, par exemple, l'homme a des mains parce qu'il est intelligent, c'est-à-dire qu'il devait être intelligent, donc la nature lui a fourni... L'homme avec un grand H. Oui, l'être humain, excuse-moi, oui. L'être humain, il devait être intelligent, donc on lui a donné des mains. Et non l'inverse, là, c'est pas parce qu'il y a des mains... On pense toujours à l'envers. Oui, c'est ça, on pense à l'envers en se disant, il a acquis l'intelligence grâce à ses mains, mais là, ça serait l'inverse. Puis ça serait un peu la même chose pour une femme. Étant donné que son objectif, c'est de pouvoir enfanter, élever des enfants, il lui fallait les organes génitaux qu'elle a. Donc, cette finalité-là maternelle,
est comme la partie psychologique de la définition d'une femme. Aristote donne l'exemple de la colère. Il dit, tu peux définir la colère comme un bouillonnement de sang, où on devient rouge, où on a chaud, etc. Mais ultimement, c'est aussi un désir de vengeance. Puis c'est parce que c'est un désir de vengeance que ça cause tout ça corporellement. Donc les deux sont importants. Ce que ça fait dans ton corps, mais aussi la partie psychologique. Je pense qu'une femme devrait contenir les deux aspects. Évidemment, J'entends des objections là, à cette définition-là. On va la qualifier d'essentialiste ou de réductrice à la biologie. Comment on peut se sortir de ça? Est-ce que c'est nécessairement mauvais d'être, disons, essentialiste? Hein? Parce qu'on l'entend ce mot-là aussi dans le documentaire. Exact, c'est vrai. Le professeur d'université, là, justement, quand Matt Walsh l'accuse de circularité, il lui dit... Oui, mais c'est parce que le problème, c'est que toi, tu cherches une définition essentialiste. Mais en fait, il faut voir qu'une définition... c'est difficile de faire une définition qui ne serait pas essentialiste. Là. C'est-à-dire, bon, si on fait des nuances, là, on pourrait dire qu'il y a certains objets, artefacts qui n'ont pas vraiment d'essence. Là. En tout cas, les objets qu'on fabrique, ce pas des objets naturels avec des essences de prime abord. Là. C'est nous qui, par convention, les créons. Ouais. Mais tout objet naturel, normalement, c'est ça, a une nature. Un objet naturel a une nature, une essence, et c'est normal de vouloir chercher une définition essentialiste. Donc, c'est pas une critique, c'est pas une objection, à mon sens. C'est juste normal. Là. Dans tous les cas, en tout cas, c'est mieux qu'une définition circulaire. C'est ça que Matt Walsh lui répond. Là. Il nous reste une petite minute, Laurence. Et comment on peut vivre avec le fait que la féminité s'exprime de manière si différente d'une personne à l'autre? Ça vient pas abîmer cette définition-là plus essentialiste? Non, parce que, comme l'a dit Jordan Peterson, c'est dans le documentaire, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que hommes et femmes, c'est pas deux espèces. Là. C'est sûr que il va y avoir comme une nature féminine, une nature masculine, mais en même temps, c'est pas comme le chat et le chien. Là. Je veux dire, la preuve, c'est que... Sauf dans certains couples, peut-être. Peut-être. La preuve, c'est qu'on peut s'accoupler. Là. Je veux dire, c'est vraiment une même espèce, une même nature humaine à la base. Mais vu qu'il y a des fonctions différentes, la fonction de mère et la fonction de père, ben, il va y avoir des aspects psychologiques différents, dominants la plupart du temps. Maintenant, comme le dit Jordan Peterson, il y a des filles plus masculines, il y a des hommes plus efféminés. C'est normal. La nature, il y a une certaine plasticité qui contribue au bien commun, là, il me semble. Je veux dire, si tout le monde aimait exactement les mêmes choses, si les hommes aimaient tous, par exemple, les gros chars puis faire la guerre, puis si les filles aimaient juste toutes se maquiller puis tricoter, là, puis il y avait juste ça, notre société manquerait de diversité, puis ça serait pas bon pour le bien commun. Là. Fait que, il me semble que c'est ça. Jordan Peterson répond, il faut pas mélanger genre et tempérament. En fait, on n'a pas besoin de séparer sexe et genre. On a juste besoin de constater qu'il y a des tempéraments différents, puis ça va, là, c'est pas... problématique. Alors, comme tu le disais, Laurence, en tout début de chronique, on voit bien que cette question-là dépasse la question de la théorie du genre et nous permet justement de faire un peu de philo puis de chercher la vérité ensemble, que ce soit sur ce sujet-là ou sur un autre, la démarche reste la même. Oui, c'est ça. Puis, je pense que le point important du documentaire, c'est ça. C'est comme je l'ai dit d'entrée de jeu, Matt Walsh ne s'intéresse pas aux conséquences, premièrement, aux origines de la théorie, mais à cet aspect-là de vérité. Il dit à un moment donné, puis ça, je trouve ça assez beau, il dit, si une communauté prétendait que les cercles, c'est la même chose que les carrés, ou il y a des philosophes qui ont prétendu qu'un polygone à infinité de côtés devenait un cercle, il dit, si des gens prétendaient des choses comme ça, je me battrais avec autant de férocité. Là. C'est pas la théorie du genre en elle-même, mais c'est l'aspect de vérité qui m'intéresse. Là. Le fait que à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Laurence Godin-Tremblay, tu es doctorante en philo, c'est toujours vrai, ça? Oui, okay, mais en congé de maternité. Ah ouais, c'est bon, félicitations d'ailleurs. Merci. Et collaboratrice régulière au Verbe, tu as signé un texte assez pertinent très pertinent sur la question de ce documentaire. Ça s'intitule « What is a woman? Un problème de définition ». On peut lire ça sur leverbe.com. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Alors, restez avec nous. Après la pause musicale, Emmanuel nous raconte ses aventures de vacances et vous risquez de vous reconnaître dans ses histoires. T'es parti avec une partie de moi qui me manque vraiment. T'es parti et depuis, je me demande, je vais continuer comment? C'est correct, tu t'es menti, je me suis menti aussi. Tout ça c'est du passé, pourtant je reste là accroché. Et même si je voyage
voyage, je suis toujours à même page. Je sais plus voir la beauté avec toute la peine que j'ai. Mais sûrement que dans un temps s'effacera notre histoire comme une gloire qui s'envole des mémoires. En attendant, le monde tourne fort. En attendant, je m'en remets pas encore. Abandonné, j'ai le cœur dans tourmente. J'ai retrouvé une lettre sortie d'un autre temps. Dommage que les mots écrits avant ne puissent plus rien dire maintenant. Et même si je voyage, je suis toujours à même page. Je sais plus voir la beauté avec toute la peine que j'ai. Mais sûrement que dans un temps s'effacera notre histoire comme une gloire qui s'envole des mémoires. En attendant, le monde tourne fort. En attendant, je m'en remets pas encore. Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Le monde tourne fort de Vincent Vallière. Au courant de l'été, notre chroniqueur Emmanuel Lamontagne a eu l'occasion de se promener un peu et partout où il passe, en amateur d'art religieux qu'il est, on l'imagine entrer dans toutes les églises qu'il trouve sur son passage. Toutes? Quand c'est ouvert. Presque toutes. Presque toutes. Emmanuel, bonjour. Disons que j'essaie toujours, mais ça fonctionne pas souvent. Ah, c'est ça. Alors, dans quel coin t'as trotté là, cet été, Emmanuel Lamontagne? Un peu au Québec, mais aussi aux États-Unis, dans le nord-est américain, upstate New York, là, pour être plus précis. Puis c'est exactement la même chose de l'autre côté de la frontière. Mais ça, c'est intéressant, ça, que ce phénomène-là soit transfrontalier. Je peux pas vous dire si c'est mondial, mais c'est au moins dans le nord-est américain, canadien et des États-Unis. Bon. De ce que j'ai vu cet été, du moins. De mon humble expérience personnelle. Et ça t'a tellement gratouillé là, qu'il a fallu que tu couches ça sur papier. Tu nous as envoyé un texte qui, lui aussi, a connu un bon buzz sur la toile. Les gens ont réagi, ils sont allés de leurs questions, leurs anecdotes. Vous, autour de la table, là, ça vous est déjà arrivé, ça, de vous cogner le nez sur une porte d'église, Benjamin? Oui, je dois avouer que, bon, j'ai peut-être pas l'expertise d'Emmanuel en histoire de l'art, mais j'ai un peu la même curiosité. J'ai tendance à vouloir rentrer. Peut-être qu'avec le temps, je me suis découragé. Ça m'arrive un peu moins aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est quand même... J'ai le même sentiment, disons, la même irritation là, dans ces situations-là. C'est toujours un peu dommage. Moi, c'est un peu ironique, là, mais quand j'avais vers 18 ans, là, puis j'étais pas catholique du tout, là, j'avais eu un cours de philo qui m'avait frappé, puis j'avais passé la soirée à... Je traînais de la bière dans mon sac, puis je buvais là, en marchant, puis en réfléchissant à mon cours de philo. Puis à un moment donné, j'avais froid, là, c'était l'hiver, puis je me suis dit, je vais aller dans l'église, m'asseoir, parce qu'une église, ça doit être tout le temps ouvert. Mais ça, moi, si j'étais croyante, je voudrais que les églises soient tout le temps ouvertes pour pouvoir prier quand je veux. Puis étonnamment, c'était un vendredi, il était 9h, puis l'église à Loretteville était ouverte. Puis j'ai pas été surprise. Parce que moi, je savais pas que les églises étaient fermées normalement. C'était ton attente, même de non-croyante, c'était ton attente. C'est ça, je me disais, en tant que non-croyante, encore une fois, une église doit être ouverte. Fait que moi, je suis rentrée comme si de rien n'était, pas surprise, je suis allée m'asseoir. Bon, finalement, c'était ouvert parce que, pour une raison spéciale, là, il y avait une dame qui avait fait une fausse couche puis qui avait demandé les clés de l'église. Bon, fait que ça, c'était un peu plus triste, là, en fait, là. Mais après, je me souviens que quelques semaines plus tard, j'ai fait le même processus. Puis là, j'ai fait, ben voyons, pourquoi c'est barré? Je comprenais pas. Moi, je me disais, elle était ouverte
ouverte à 9 h un vendredi, elle doit être ouverte tout le temps. Donc ça, tu avais convoqué un party avec tes amis, avec ta bière dans ton sac, la semaine d'après, ça n'a pas pu marcher, là, c'est ça? Non, c'est ça. Fait que ça, c'est quelque chose que j'avais trouvé amusant, là, c'est ça, de constater que même en tant que non-croyant, notre idée spontanée, c'est que ça doit être ouvert. James? Ouais, moi, j'ai déjà fait un pèlerinage à pied avec un de mes amis là, de Québec à l'Oratoire Saint-Joseph. Puis, évidemment, on s'était donné comme objectif d'arrêter dans les églises là, et les presbytères. Puis, ça me frappait à ce moment-là de voir à quel point tout était fermé. Tu as dû te rabattre sur les McDo, les Harveys et les IW. Ouais, puis c'est encore drôle. Ouais, c'est ça. J'ai la même expérience que James en Gaspésie. Un pèlerinage sur 150 km, on a été capable de rentrer nulle part. C'est peut-être encore plus vrai, justement, je dirais en campagne ou en région. Là. Peut-être. Alors, c'est un constat, je pense, qui est assez partagé, unanime. Assez souvent, on va généraliser, là, mais on verra les exceptions dans les prochaines minutes. Assez souvent, les églises sont fermées. On pourrait être de mauvaise foi puis souligner tous les mauvais côtés de ça, mais il y a des raisons qui expliquent ça. Forcément, il y a des gens en situation de responsabilité qui prennent des décisions, ce genre de décisions-là. C'est pas des décisions qui se prennent à la légère. C'est basé sur... Oui, c'est des raisons sérieuses. Il y a certains justificatifs. C'est ce que j'ai cherché à comprendre en premier, quand j'en suis venu à vouloir écrire sur le sujet. Une fois la frustration passée, oui, bien sûr. Et quelques mots d'église plus tard, involontaires, j'ai cherché à comprendre pourquoi, en fait. Qu'est-ce qui va justifier ça? Il y a 2 raisons principales qui vont aller justifier ça. La première raison, là, quand on va s'adresser au conseil de fabrique, ils vont se cacher en arrière des assurances. C'est-à-dire que une église, c'est comme votre maison, c'est assuré. Et puis, les compagnies d'assurance vont exiger que pour que ce soit ouvert, il y ait une présence sur le lieu. Donc, c'est un peu le principe, est-ce que vous partiriez de chez vous en laissant la porte débarrée, grande ouverte, sans personne pour surveiller? Donc, c'est un petit peu ça. Il y a une logique en arrière de ça qui se comprend pour prévenir le vol, la dégradation. On peut ajouter profanation si on va du côté plus religieux de la chose, qui n'est pas une exigence de la compagnie d'assurance, mais qui fait quand même sens. Mais c'est une raison très sérieuse. Oui, qui est très sérieuse et qui fait quand même sens. Donc, ça, c'est la première raison, le premier justificatif qu'on va donner qui engendre le second, c'est-à-dire que si on veut ouvrir et qu'on a besoin de quelqu'un pour le faire, il y a un coût de relier à ça. Ben oui. Donc, il va falloir... il y a un argument là, qui va être bassement financier, c'est-à-dire qu'il va falloir payer quelqu'un pour ouvrir l'église. Dans un contexte paroissial où souvent les finances sont difficiles, qu'on a besoin d'argent pour entretenir le bâtiment, refaire le toit, ainsi de suite, c'est sûr que ce ne sera pas nécessairement le premier réflexe du marguillier de donner de donner un salaire à quelqu'un pour... À rien faire. En somme, à surveiller les lieux. Si on veut une espèce de Laurence qui surveillait la maison Kinsman, c'est un peu la même affaire. Je me disais, c'est le genre de travail que j'aurais voulu adolescente, finalement, surveiller une église. Il y a toujours preneur pour la job, mais pas nécessairement pour l'offrir. C'est ça, pour la payer. Donc ce qui nous amène un peu à la situation où il y a une fin de non-recevoir assez rapidement dans le des conseils de fabrique, c'est qu'on voit ça comme une dépense. Donc on se dit, on va juste ouvrir pour les célébrations eucharistiques le dimanche. Fait qu'en étant chanceux, on ouvre la porte 1 heure avant, faire aérer un peu. Puis les gens peuvent rentrer, venir pour la messe. Puis la demi-heure suivante, suivant l'office, c'est refermé complètement. Jusqu'au dimanche. Jusqu'au dimanche suivant, et on répète le processus... Ad nauseam. C'est exactement. J'osais pas aller là, mais c'est exactement ce que je cherche. D'où l'odeur, des fois, de renfermer. Oui. D'où le fait qu'il faut se dépêcher aussi. Des fois, moi, je me souviens, une fois, mon mari était aux toilettes, là, puis il y avait une dame là, qui était comme là, c'est parce qu'il faut fermer l'église. Là, il faut fermer. Je pensais que tu allais raconter qu'il est resté jusqu'au dimanche suivant. Non, je l'ai pas abandonné. Là, j'étais là, fermez pas, il est aux toilettes. Moi, je suis déjà resté pris dans une église, mais de l'intérieur en bas. Parce que j'embarque pas là-dedans. Donc, si je peux poursuivre avec ça, avant que James nous raconte tu nous raconteras ça une prochaine fois. Donc, il y a des conséquences à fermer. Moi, je pense que c'est une fausse bonne idée de fermer l'église là, pour strictement une raison financière. La première conséquence de faire ce choix-là,
on repassera pour la qualité d'accueil. En partant, là, on s'est tous cogné la porte, c'est tout frustrant. Qu'on soit croyant, peu importe la raison là, qui vous amène là, que vous vouliez aller prier, que vous êtes un simple touriste, un curieux qui a vu que la porte était ouverte et ça avait l'air beau. Là. Peu importe. Ce qui fait que vous voulez entrer dans une église. Il y a une frustration. Donc, du côté de l'accueil chrétien, disons, c'est pas terrible là, quand physiquement on est incapable de rentrer dans le bâtiment. Et d'ailleurs, il y a des conversions célèbres qui ont eu lieu comme ça. Comme Laurence là, qui est rentrée, je sais pas comment tu t'es converti précisément, mais tu aurais pu te convertir à ce moment-là, en rentrant. Paul Claudel, par exemple, il est rentré par hasard, il était pas croyant du tout, il rentre dans une église, puis pouf, devant une statue de la Vierge, sa vie change. Je sais que l'auteur Fabrice Adjadj a eu un événement semblable aussi au début de sa vie de foi. Il y en a plein. L'histoire des moments comme ça, des événements qui sont passés lors d'une entrée, disons, fortuite. Là, dans Si je peux ajouter, justement, là, en tout cas, moi, quand je suis rentrée, j'avais plein de questions philosophiques, puis finalement, c'est ça, la dame là, dont je parlais, là, qui avait vécu quand même une tragédie. Elle a vu ça comme un signe, en tout cas. Là, elle m'a parlé pendant 1 heure de la foi, puis personne ne m'avait jamais parlé de la foi. Bon, je peux pas dire que je me suis convertie après, là, mais elle allait me dire qu'elle a prié pour ma conversion, puis elle est bien contente de me voir à l'église maintenant. Là. Mais il y a quand même quelque chose de bizarre. Je veux dire, la seule fois que je veux rentrer de ma vie, c'est ouvert. Puis elle me parle pendant 1 heure, puis après, elle prie pour ma conversion, puis elle me revoit à l'église. Enfin, je veux dire, c'est un peu ce que tu racontes. Non, c'est ça. Mais c'est une amorce, en fait. Ce que tu racontes, ton histoire, ça en vient à ce que c'est le rôle premier de l'Église. C'est qu'avant d'être l'endroit où il y a la célébration liturgique, c'est un lieu de réconfort, d'accueil, de bien-être spirituel. Donc ça, c'est vraiment le premier rôle de l'Église en tant que bâtiment qui est dédié, qui est consacré au culte. Donc, toute église, là, ce qu'on appelle dans les paroisses la fête de la dédicace, c'est-à-dire la journée où le lieu a été consacré, c'est qu'on en fait un lieu spécial qui est consacré à cet usage-là. Le contre-argument, si vous voulez, pour quelqu'un qui dirait, vous pouvez laisser fermer, vous pouvez prier chez vous. Laurence, elle aurait pu aller au show chez elle ou prier chez elle. Mais pas pareil. Hein? C'est pas pareil, c'est ça. C'est que là, vous êtes dans un lieu qui est défini. C'est comme, si on veut, l'Assemblée nationale, il pourrait légiférer dans un restaurant. C'est vrai. Je veux dire, il n'y a pas le décorum, il n'y a pas l'usage qui est voulu au lieu. C'est exactement la même chose avec Combien de fois on voit ça dans des films, hein, des personnages rentrer dans des églises parce qu'ils viennent vivre quelque chose, ils veulent s'asseoir, ou là, même, il y en a qui pensent peut-être à se confesser, ou il se passe plein d'affaires comme ça. Là. Mais oui, puis lorsque le lieu est conçu de manière à servir sa fonction adéquatement, là, il est un support pour la prière, pour la contemplation, pour la réflexion. Dans sa construction architecturale, il nous permet d'avancer d'une certaine manière. Puis de ne pas pouvoir y avoir accès en dehors du strict cadre de la messe dominicale, ça dessert les chrétiens et ceux qui pourraient le devenir. Alors, on voit bien avec ce que tu dis, Emmanuel, c'est un enjeu pastoral. Oui, tout à fait. Puis l'historien d'art en moi ne peut qu'être d'accord avec ce que Benjamin vient de dire. Il faut absolument aborder les pistes de solutions parce qu'il y a des bons exemples. Il y en a des paroisses qui sont ouvertes, on le sait, on en connaît dans nos diocèses qui ont des bonnes pratiques à cet égard. Il y a quand même des façons de contrer. On ne se le cachera pas, là, c'est l'argument financier, là, l'argument le premier. Il y a des façons là, de gérer ça. C'est sûr que ça amène un travail pour les paroisses, il va y avoir de la paperasse à remplir, des demandes. Bon, c'est plus compliqué que simplement barrer la porte. Ouais. Mais il y a des programmes gouvernementaux qui vont exister, comme je pense par exemple quelque chose comme Canada Jeunesse au travail. Des emplois étudiants. Des emplois étudiants. Ça, c'est sûr, c'est pour la période estivale, mais bon, c'est mieux d'ouvrir de mai à septembre que de ne pas ouvrir du tout dans l'année. Puis dans certains endroits, justement, peut-être plus dans les endroits touristiques ou urbains, ça peut même devenir rentable d'ouvrir. C'est-à-dire que si on vend des visites guidées, qu'on paie des guides, que c'est pas seulement juste quelqu'un qui surveille l'endroit, mais qu'on a vraiment un guide qui est formé pour vous parler des œuvres d'art qu'il y a dedans, justement de l'architecture. En vendant ça, en vendant des souvenirs, la boutique va être ouverte. Souvent, il va y avoir une petite boutique qui va venir en lien avec ça. Donc, il y a moyen même que financièrement, ça soit rentable pour les paroisses de faire ce choix-là. Il y a aussi l'option du bénévolat. Dans certains endroits, ça peut être des gens de communautés religieuses, des environs, qui vont y aller. Je pense à l'église Saint-Dominique, ici, sur Grand-Olique. C'est les dominicains qui assurent une présence l'été dans l'église qui est ouverte pour l'été. Ça peut être des gens comme les Chevaliers de Colomb, les Filles d'Isabelle, bon, ainsi de suite. Il y a moyen de trouver... mais c'est d'abord une question de volonté, je pense, plus qu'une question de financement réel.
pour garder ça ouvert. Moi, j'ai travaillé pour une paroisse, dont le nouveau curé, lui, a dit non, maintenant, on passe à une autre étape, on change de mentalité, on ouvre les portes tout le temps. Du matin jusqu'au soir. Puis, je serais curieux de savoir comment il a fait avec les assurances, là, justement, parce qu'il n'y avait pas nécessairement des gens qui surveillaient dans l'église. Puis, lui, il laissait, dans la mesure où il y avait quelqu'un dans le presbytère à côté, quand même. Sûrement que ça aide. Là, ouais, mais en tout cas, moi, je trouvais ça admirable. De fait, ça change la mentalité, parce que souvent, les gens ont la mentalité que les paroisses sont en fermeture, tout ça, il faut fermer, nanana. Mais là, c'est de dire, non, on reste ouvert, il y a des gens qui vont venir. Mais juste la porte ouverte, ça change tout. Moi, pour avoir travaillé à la cathédrale de Québec, à Notre-Dame-des-Victoires, des journées de grande pluie, il faut fermer la porte. Ou les journées où il fait un peu plus frais, on ferme la porte. Puis on le voit que l'achalandage diminue par rapport à quand la porte est tout simplement ouverte, parce que ça a l'air ouvert. Donc, ça invite les gens à rentrer. Le simple passant qui ne voulait pas nécessairement venir prier, mais qui voit que la porte est ouverte et que ça a l'air beau, il va rentrer par curiosité. Dieu sait qu'est-ce qui arrive après. Là. Exactement. Donc, on en revient justement à l'utilité pastorale. Génial. Tout à l'heure. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à consulter le très bon texte qu'Emmanuel a rédigé à ce sujet. C'est intitulé comment donc? Ah oui, ces églises toujours barrées, tout simplement. C'est sur leverbe.com. Emmanuel Lamontagne, doctorant en histoire de l'art et chroniqueur régulier On n'est pas du monde. Merci beaucoup et bonne rentrée. Merci. On fait une petite pause musicale et tout de suite après, Benjamin nous éclaire sur les vertus et les écueils du rite extraordinaire de la messe. C'est toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde.
C'était la chanson Elevator Love Letter du groupe canadien Stars. Ah, la fameuse messe en latin. Chaque fois que le Vatican émet des consignes au sujet de la forme extraordinaire de la messe, un tsunami de réactions s'ensuit, tant chez les partisans de la messe en latin que chez ses pourfendeurs. Notre collègue Benjamin Boivin a voulu aller un peu plus en profondeur et a analysé le phénomène dans un texte publié récemment sur leverbe.com. Salut Benjamin. Salut Antoine. Alors d'abord, je pense que c'est important de poser quelques éléments de contexte. Qu'est-ce qu'on entend par forme extraordinaire du rite romain? Bon, par forme extraordinaire du rite romain, on entend la messe, le rite latin, la messe telle qu'elle est célébrée dans l'Église latine avant la mise en application des réformes liturgiques qu'il y a eu en 1969-70 à la suite du Concile Vatican II. Il y a eu continuation ininterrompue de la célébration de la messe dans cette forme depuis. Mais par contre, ce qui est intéressant de souligner, c'est que immédiatement après les réformes, on s'attendait en Église à ce que ça se termine assez rapidement, finalement. On tolérait la continuation de la célébration de la messe de cette façon-là pour des prêtres plus âgés, des communautés qui étaient spécialement attachées, avec l'idée qu'assez rapidement, toutes les paroisses de l'Église latine allaient avoir adopté la messe de Paul VI, et puis que ça allait être terminé. Par contre, c'est pas ce qui s'est produit. Il y a une partie significative des croyants, qui est assez minoritaire, mais tout de même significative, notamment en France à l'époque, qui était très attachée à cette forme liturgique et qui s'est débattue, comme le diable dans l'eau bénite, on pourrait dire, pour pouvoir continuer de célébrer la messe de cette façon-là. Et puis, à l'époque, initialement, tout de suite après le Concile, les raisons qui motivaient ces gens-là sont pas aussi claires qu'on pourrait le croire. Il n'y a pas seulement la liturgie qui entre en ligne de compte, mais il y a aussi finalement certains désaccords ou certains inconforts avec d'autres aspects du Concile. Ouais. Notamment la question de la liberté religieuse qui a beaucoup posé problème. Là, on sait que l'Église catholique, avant le Concile et après le Concile, un enseignement sur la liberté religieuse qui est pas... la continuité entre les deux n'est pas évidente. Mm-hmm. Et donc, il y a une partie du monde catholique français qui s'est agglutinée autour de Monseigneur Lefebvre à l'époque et qui, finalement, formait une Église dans l'Église, qui refusait une bonne partie des enseignements de Vatican II, qui continuait de faire comme si de rien n'était... jusqu'au jour, finalement, où ça finit par poser plus problème. Une église dans l'église, mais une église à côté de l'église. Exactement. Puis, éventuellement, ça s'est soldé par l'excommunication de Monseigneur Lefebvre et puis de 4 évêques qui avaient été ordonnés par lui sans l'autorisation de Rome. Et puis ça, c'est finalement à partir de ce moment-là, là, on est sous le pontificat de Jean-Paul II. On est 20 ans plus tard. On est comme dans les années 80. C'est ça, la toute fin des années 80. Là, Jean-Paul II a bien pris conscience du fait qu'il y avait un réel problème. Il a choisi la fermeté en allant vers l'excommunication. C'était probablement inévitable. Mais tout de même, l'Église a, si on veut, fait une place pour la forme extraordinaire du rite romain. À l'époque, on ne l'appelait pas comme ça. Là, on l'appelait le rite tridentin, tout simplement. Et en référence au Concile de Trente. Exactement, oui, en référence au Concile de Trente. Et puis là, on a fait une certaine place. On a créé des institutions dans l'Église pour gouverner certaines communautés particulières. La plus connue, c'est la Fraternité Saint-Pierre qui œuvre ici à Québec, avec le charisme particulier de continuer la célébration de la messe de cette manière-là, selon l'usage ancien. À ne pas confondre avec la Fraternité Saint-Pidis, justement, qui est le mouvement né sous l'impulsion de Monseigneur Lefebvre. Oui, et qui est schismatique, tout à fait. Là. Donc, qui n'est pas en communion avec l'Église. Emmanuel? Est-ce qu'on a une idée statistique du nombre de gens, de fidèles? On a peut-être une idée, mais moi, j'en ai pas. OK. Mais c'est de fidèles sous Saint-Pidis? Oui, c'est ça, qui suivent la forme extraordinaire. Bon, ben dans l'Église, c'est une très petite minorité, mais qui est croissante, en particulier en France et puis aux États-Unis. Saint-Pédis, combien ils sont, j'en ai aucune idée, mais bon, au Québec, ils sont très peu nombreux. Tout ça pour dire que finalement, là, à partir de ce moment-là, on a assisté de façon... une certaine croissance de la population croyante qui était intéressée par cette manière particulière de célébrer la messe et fait nouveau, pas seulement des gens qui sont des natifs, si on veut, qui sont des enfants de parents... Ils sont nés dedans. Ils sont nés dedans. Bon, ben, c'est ça. Il y a de plus en plus eu des gens qui ont connu des conversions par cette forme particulière de liturgie. Donc, qui ont approché ou intégré l'Église dans ce rite-là. Exactement. Ou des gens qui ont toujours été dans l'Église, mais qui, à un certain point, ont été attirés de façon particulière par cette manière de vivre la liturgie. J'ai fait une erreur en parlant. J'ai dit dans ce rite-là, mais c'est le même rite, mais c'est une forme différente, une nuance. Oui, on va arriver bientôt à cette distinction. OK, c'est bon. James. Encore tout récemment, on apprenait un peu la conversion de l'acteur américain Shia LaBeouf, qui a dit être attaché à la forme extraordinaire. Oui, tout à fait. Puis ça, en fait, ça suscite un certain inconfort. Bon, on peut aller directement dans le sujet.
sous Benoît XVI, il y a environ une quinzaine d'années, après avoir constaté justement le fait que j'étais en train de décrire la popularité croissante de la messe en latin, la messe traditionnelle en latin, Benoît XVI a décidé, notamment, voire même principalement dans le but de poursuivre une réconciliation avec les schismatiques de la fraternité Saint-Pie X, de libéraliser largement la célébration de ce qui est devenu à ce moment-là la forme extraordinaire du rite romain. Ouais. Pourquoi on parle de forme extraordinaire du rite romain? C'est que pour Benoît XVI, et ça a été l'enseignement de l'Église, il n'y a pas deux rites. Un rite romain et puis un rite tridentin. Il y a un rite qui est commun à l'ensemble de l'Église latine et qui existe dans deux formes. Une forme ordinaire, celle de la réforme post-conciliaire, et une forme extraordinaire. Extraordinaire puisque c'est pas la forme qui est partagée par l'ensemble de l'Église. Ouais. C'est extraordinaire parce que c'est pas l'ordinaire de l'Église. Et puis cette forme-là, elle a, à partir de ce moment-là, pu être célébrée par des communautés beaucoup plus largement, des prêtres de leur propre initiative, sans autorisation particulière de l'évêque. Là où c'est particulier, Benjamin, si tu me permets, c'est que des rites dans l'Église catholique, il y en a plusieurs. Oui, en effet. Il y en a, si je ne me trompe pas, plus d'une vingtaine là, dans l'Église orientale et l'Église occidentale, une douzaine de chaque côté, des très, très marginaux. Hein? Oui, oui. Bon, des rites qui sont célébrés seulement à Milan, par exemple, le rite ambrosien, il y en a plein d'autres. Mais là, on est face à une forme de célébration, là, le rite tridentin, qui est rattaché aussi à un certain rapport à Rome et à l'histoire récente de l'Église. Et c'est là que ça devient plus délicat, je pense, et c'est ce qui a été, disons, au cœur des discussions dans l'Église là, au sujet du rite tridentin. Oui, oui, tout à fait. Dans le fond, c'est à quoi on a assisté depuis la décision de Benoît XVI en 2007, là, qui était une décision qui a beaucoup choqué à l'époque et qui, de fait, n'a pas conduit au résultat anticipé. Là. La fraternité Saint-Pie X n'est pas en communion avec l'Église maintenant plus qu'elle l'était à l'époque. S'il y a quelque chose, en fait, c'est qu'il y a une certaine crispation qui s'est endurcie depuis. Mais ce qui s'est produit, c'est qu'évidemment, puisque cette forme de liturgie-là est beaucoup plus accessible, il y a un nombre phénoménal de communautés qui se sont formées. Je le répète depuis tantôt, mais c'est vraiment un phénomène surtout américain et français. Et puis, les séminaires forment beaucoup de prêtres là, dans ce rite-là. Oui, exactement. Il y a même un enjeu où, dans certains cas, il y a beaucoup plus de séminaristes qui sont intéressés par la forme extraordinaire que par la forme ordinaire, en particulier aux États-Unis. Et ce qui s'est produit, finalement, c'est qu'on a assisté à la croissance en proportion de ces communautés-là. Et chez elles, dans l'Église, ça suscite un inconfort. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parfois raison, d'ailleurs, de penser ça. Il y a beaucoup de gens qui sont d'avis que ces communautés-là en fait, sont dans un certain rejet, qui soit plus ou moins explicite, des enseignements de Vatican II. Et la raison pour laquelle on pense ça, c'est parce que à l'époque de Monseigneur Lefebvre et chez la fraternité Saint-Pie X, c'est clairement ce qui se produit. Ouais. Mais en fait, la forme extraordinaire, une fois libéralisée par Benoît XVI, a touché des gens qui étaient complètement étrangers à ces enjeux-là, qui n'avaient rien à voir avec ces controverses-là, qui étaient nullement intéressés par ça, et qui, en fait, ont davantage été touchés par la façon particulière dont la forme extraordinaire rejoint le sens du sacré chez les gens. Pour ceux qui nous écoutent, qui ont assisté à une messe selon la forme extraordinaire du rite romain, c'est une forme liturgique qui, par certains aspects, peut rappeler des rites dont tu parlais, là, des rites orientaux, dans le sens où il y a énormément d'éléments qui attisent les sens, finalement, d'une manière qui est plus corporelle, beaucoup de gens disent que la forme ordinaire est plus spirituelle, d'une certaine manière. Et donc, la forme extraordinaire, elle a touché des gens, souvent des jeunes hommes d'ailleurs, qui voient dans cette manière-là particulière de célébrer la liturgie une réponse au vide de sens, caractéristique d'une époque où finalement on est beaucoup dans l'individualisme, dans le matérialisme. Et puis, on a besoin de la liturgie, on a besoin de ce sens du sacré-là, mais il semble que beaucoup de gens ne le trouvent pas dans la paroisse moyenne, dans la paroisse catholique moyenne. James? C'est un peu un faux dilemme, hein, parce que comme Antoine, au début de la chronique, parlait de la messe en latin, mais on sait que dans le Concile Vatican II, il n'y a jamais été question d'enlever le latin, le chant grégorien. Même, selon le missel, ce serait permis de célébrer, tourner vers l'Orient pour le prêtre. Donc, il y a plein d'éléments comme ça qui font qu'au fond, la forme ordinaire pourrait ressembler de manière presque identique à ce que c'est avec l'encens aussi. Oui, tout à fait. Parce que ce que tu dis est très important. En effet, puis ça a été remarqué par Benoît XVI et il l'a écrit au moment où il a pris sa décision. Là.
les traits distinctifs de la forme extraordinaire du rite romain ne sont en fait pas des traits distinctifs, comme tu dis. Les différents aspects que tu as mentionnés, là, notamment la communion sur la langue aussi, c'est un aspect. Ouais. C'est des éléments qui ont été maintenus par la réforme liturgique, mais pour différentes raisons qui n'ont pas été voulues ni par le Concile, ni par le pape Paul VI. La liturgie s'est considérablement appauvrie à partir du début des années 70, et puis ça, nombreux sont les observateurs qui l'ont indiqué. Et puis cet appauvrissement liturgique-là, qui est contingent, qui n'était pas nécessaire, qui n'était pas exigé par le Concile ou le pape, accentue le contraste entre la forme extraordinaire et la forme ordinaire, telle qu'elle est expérimentée par le commun des mortels. Bon, moi, je suis dans le commun des mortels, là. Je vais à la messe dans la forme très ordinaire. Mettons ordinaire, pas très ordinaire. Et là, pour moi, là, le rite tridentin, ça ne me dit rien. J'ai aucun intérêt, aucun attrait pour ça. J'ai déjà assisté à des célébrations sous cette forme-là. Qu'est-ce que ça pourrait me dire comme croyant? C'est-à-dire, en quoi j'aurais avantage à m'intéresser à ce phénomène-là? Qu'est-ce qu'on peut soutirer de ça, nous, les croyants, qui voient ça... Disons, ouais, non, mais j'aimerais ça sortir de l'optique de c'est une menace ou c'est que. Parce que c'est ça la première réaction. On veut pas retourner en arrière. Bon. Mettons qu'on écartait ça. Si ça suscite des conversions, on peut l'espérer sincères, y a-t-il quelque chose qu'on peut aller, comme tu l'as évoqué, pour la diversité de l'Église, ne serait-ce que pour ça, mais aussi pour les fruits que ça porte, y a-t-il quelque chose qu'on peut tirer de ça dans l'Église universelle? Oui, je pense que l'élément principal, en fait, c'est que la popularité de la forme extraordinaire du rite romain montre que l'Église est à son meilleur lorsqu'elle est pleinement elle-même, qu'elle est plus capable d'évangéliser lorsqu'elle fait ce qu'elle fait de la manière dont elle doit le faire. Et Benoît XVI disait... De manière assumée. De manière pleinement assumée, décomplexée, en allant droit au but. Et Benoît XVI disait là, que l'enjeu autour de la réforme liturgique, finalement, la raison pour laquelle les gens ont de la difficulté à aimer certaines personnes ont de la difficulté à aimer la messe telle qu'elle a été réformée, c'est pas parce qu'elle est mauvaise, c'est parce qu'elle est mal vécue. Et il disait, là, je vais le citer, je pense que c'est une citation qui est très importante, il dit « La meilleure garantie pour que le missel de Paul VI puisse unir les communautés paroissiales et être aimé de leur part est de célébrer avec beaucoup de révérence et en conformité avec les prescriptions. » Donc finalement, il suffit de célébrer la messe telle qu'elle doit être célébrée. Peu importe la langue. Peu importe la langue, pour qu'on finisse par toucher des gens qui, comme Shia LaBeouf, on a un désir d'expérimenter le sacré, qui est enraciné dans leur nature, et qui sont confrontés à une Église qui, trop souvent, les en prive. Benjamin, il reste une minute pour tirer sur l'éléphant qui est dans la pièce. La réaction récente du pape François, en fait, c'est une sorte de révocation du proprio de Benoît XVI. Comment on peut interpréter ça? Bon, évidemment, là, la décision du pape François est motivée par un ensemble de considérations sociologiques là, qui sont pertinentes. C'est pas faux de dire que dans les communautés qui célèbrent la messe de cette façon-là. Il y a des relents de l'époque de Monseigneur Lefebvre, même si c'est des gens qui n'ont pas connu ça. Il y a certainement une rigidité, dans certains cas, un certain pharisianisme. Et puis, je pense que le pape François a tout à fait raison de vouloir casser cette habitude et puis cette tendance-là d'une certaine jeunesse dans l'Église. Cela étant dit, la décision du pape François n'empêche pas la continuation de la célébration de la messe de cette façon-là. Ça doit se faire en pleine communion avec l'évêque du lieu. Exact. C'est pas une mauvaise chose. Et elle doit se faire en pleine communion avec l'Église universelle et non dans un genre, finalement, d'église fantasmée où on essaie de vivre l'Église dans une forme d'inculturation qui n'est pas appropriée pour l'époque que nous vivons. Benjamin, toi aussi, on peut lire ton texte sur la question. Ça aussi, ça fait pas mal réagir pour le meilleur et pour le pire, mais généralement des bons commentaires qu'on peut lire sous ta publication intitulée « La puissance évangélisatrice de la tradition ». C'est sur leverbe.com. Un regard, je considère, très nuancé sur une question qui autrement est traitée de façon plus épidermique. Là, on va vraiment au fond des choses. Oui, qui est souvent assez polarisante, malheureusement. Oui, c'est ça. Mais là, on peut regarder ça à tête reposée, de manière plus posée. Merci beaucoup, Benjamin, pour ce compte rendu. Ça fait plaisir.
C'est déjà tout pour cette semaine, mais selon nos bonnes vieilles habitudes, hein, ça c'est comme des pantoufles, des habitudes, hein, on aime ça y retourner. Suggestion culturelle de la semaine, Laurence Godin-Tremblay, madame. En rafale. On commence avec vous. Oui, moi je suis en train de lire en fait un roman que mon père m'a offert après mon accouchement, là, il y a 2 semaines, donc c'est le livre que je lis en allaitant. Ça s'appelle La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est la petite fille de Suzanne Barbeau, de son nom de jeune fille Suzanne Meloche, qui faisait partie du Refus Global. Là. Elle ne l'a pas signé, mais elle était dans leur groupe. Mm-hmm. Alors, ça raconte... Elle était là quand ils l'ont signé. Elle était là, elle l'avait signé, puis elle a enlevé sa signature à la dernière minute. Enfin bref, donc c'est comme une histoire qui raconte un peu la vie de cette femme-là, surtout sur l'aspect du fait qu'elle a abandonné ses enfants. Donc, je sais Et pas on voit les conséquences même jusqu'à 2 générations plus tard. Exact. Bon, je ne sais pas pourquoi mon père m'a donné ce livre-là à la naissance de ma fille, mais c'est super intéressant. C'est un peu triste, là, en fait, surtout quand on vient d'accoucher et qu'on a notre petite fille dans les bras en allaitant, on est comme, c'est un peu trash, là, la scène où elle abandonne ses enfants. Mais c'est intéressant pour comprendre la psychologie derrière le Refus Global, ce qui s'est passé dans leur vie personnelle, etc. Alors, ça s'intitule La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Merci beaucoup, Laurence. Emmanuel. Moi, je vous invite à aller vous promener au parc, au bois de Coulonges, particulièrement où se déroulent les mosaïcultures. À Québec. À Québec, oui, sur Grande Allée, jusqu'au 10 octobre prochain. Donc, c'est plus de 200 œuvres là, qui sont faites avec des végétaux qui représentent divers animaux selon des thèmes divers, là, comme la ferme, l'espace de marché ou le monde marin et polaire, ainsi. Donc, c'est très bien, c'est fort joli. Merci, Emmanuel. Benjamin, rapidement. Moi, je cogne sur le même clou. J'invite les gens à lire le livre « L'esprit de la liturgie » de Benoît XVI, là, qui met vraiment bien en contexte les difficultés liturgiques de l'Église des 50 dernières années. Merci, Benjamin. Merci à tous les 3. Merci à James Langlois à la technique avec Marc-Antoine Baudette et Émilie Duberne. Je remercie aussi la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission dont n'est pas du monde.